Bonsoir à tous, bienvenue pour ce débat en direct depuis le Collège des Bernardins à Paris. Débat retransmis en direct sur RCF et sur la page Facebook des Bernardins. Pendant 2 heures jusqu'à 22 heures, on va tenter d'entrer dans la complexité des questions soulevées par le projet de loi de bioéthique qui, après, vous le savez, avoir été examiné en commission spéciale, sera dans quelques jours discuté en séance dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Alors ce sont les mesures phares, notamment la mesure de l'extension de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules et tous les thèmes qui sont liés, de la conservation ovocytaire à la gratuité ou non du don, en passant par la levée ou non de l'anonymat des donneurs, ou plus ultimement encore la manière dont les questions autour de la filiation seront reposées, que nous allons tenter d'étudier jusqu'à 22 heures. Alors étudier, c'est un grand mot, en tout cas entrer en débat sur ces questions. Pour co-animer cette table ronde, Lou Bémond de Senneville m'accompagne. Bonsoir Lou. Bonsoir Antoine. Vous êtes le chef de la rubrique bioéthique au journal La Croix. Vous suivez avec attention ces débats autour des questions bioéthiques, je crois, depuis pas moins de 2 ans, il me semble. Je précise que vous allez sortir un essai sur ce sujet, sur le sujet de la bioéthique avec le philosophe Martin Stephens. Et si c'était la fin du monde, enquête et entretien. La fin d'un monde. D'un monde. D'un monde, pas du monde. Et précision est d'importance. La précision est quand même fondamentale. Merci de la faire, Lou. Et si c'était la fin d'un monde, enquête et entretien sur la loi de bioéthique 2020, et ça va sortir début octobre. Alors, avant de vous présenter les 4 intervenants qui ont accepté de venir ce soir, je laisse la parole au père Brice de Malherbe, prêtre du diocèse de Paris et co-directeur du département éthique biomédicale ici au Collège des Bernardins. Vous avez la parole. Merci Antoine. Bonsoir avec nos partenaires de la Croix et de RCF. Je suis heureux de vous accueillir au Collège des Bernardins et je salue ceux qui nous écoutent sur les ondes du réseau RCF. Les députés ont en effet entamé en commission spéciale l'examen du projet de loi du gouvernement relatif à la bioéthique. Nous savons que ce projet ne se limite pas aux questions liées aux technologies de la procréation ou aux recherches sur l'embryon, mais concerne aussi, par exemple, les greffes d'organes, l'examen des caractéristiques génétiques ou encore le traitement des données médicales par des algorithmes. Cependant, les mesures prévues en termes d'accès aux techniques de reproduction assistée apportent ce que la garde des Sceaux a appelé une révolution de la filiation. Un tel bouleversement justifie l'attention plus soutenue portée aux articles du projet de loi, élargissant, je cite, l'accès aux technologies déjà disponibles en matière de procréation, tout en continuant à les encadrer selon les termes de l'exposé des motifs du projet de loi. Depuis le début du processus de révision des lois de bioéthique, tant les fidèles que la hiérarchie de l'Église catholique ont participé au débat citoyen. Hier encore, ici même au Bernardin, des évêques, une théologienne et un couple ont exprimé leurs inquiétudes quant à l'orientation prise par le projet de loi et leur souhait d'une attention aux plus vulnérables, notamment aux enfants. Mais ce soir, le Collège des Bernardins a souhaité, en partenariat avec la Croix et RCF, inviter à débattre des personnes reconnues pour leurs compétences sur le sujet de ce que l'on appelle communément l'assistance médicale à la procréation. Et ces invités ont des vues diverses, voire divergentes, sur le projet de loi. Le but est, encore une fois, d'aider chacun à mieux comprendre ce qui est en jeu et à se saisir des questions posées par ce projet de loi. Faut-il en effet repousser toutes les limites en matière de procréation ? Au nom du Collège des Bernardins, je remercie l'ensemble de nos invités, nos partenaires, et je laisse la parole à Antoine Bélier de RCF et Lou Bémond de Senneville de la Croix, qui vont animer le débat. Merci à vous, Père Brice de Malherbe. Alors pendant un peu moins d'1h30, à peu près jusqu'à 21h30, alors je dis à peu près, mais on va essayer de s'y tenir, on va tenter d'éclairer quelques enjeux autour de ce projet de loi et des questions plus spécifiques d'assistance médicale à la procréation. Les avis, vous allez l'entendre, sont divergents, mais encore une fois, pour bien poser les choses, notre objectif, c'est de viser un dialogue bienveillant où chacun va pouvoir s'écouter. Donc de 20h05 maintenant à 21h30 le débat et ensuite il y aura un temps de questions-réponses avec le public. Je vous présente les invités. Avec Lou, on va les présenter. Dominique Fauchild, bonsoir.
Vous êtes professeur de philosophie émérite à l'Université Paris-Est. Vous êtes co-directeur avec le père de Malherbe du département d'éthique biomédicale du Collège des Bernardins. Votre dernier essai a été publié aux éditions du Cerf. Il s'intitule « Made in Labo, de la procréation artificielle au transhumanisme ». Sophie Marinopoulos, bonsoir. Vous êtes psychologue, psychanalyste, spécialiste des questions de maternité et de l'enfance. Vous dirigez une structure associative de prévention et de promotion de la santé psychique à Nantes et son lieu d'accueil d'écoute parentale, parents-enfants, qui s'appelle les Pâtes au beurre. Alors, vous êtes l'auteur de plusieurs essais, dont j'en cite quelques-uns. Dans l'intime des mères, 9 mois, etc., aux éditions Fayard. Dites-moi quoi il joue, je vous dirai comment il va. Et puis, le carnet de santé psychique. Ces 2 derniers livres que je viens de citer sont publiés aux éditions Les Liens qui libèrent. Nelly Friedman, bonsoir. Vous êtes biologiste de la reproduction. Vous êtes responsable des activités de biologie de la reproduction et du CECOS, le centre de conservation du sperme et des gamètes au sein de l'hôpital Antoine Bécler à Clamart. Vous êtes également professeur à la faculté de médecine du Kremlin-Bicêtre et donc vous êtes spécialiste de ces questions de PMA et vous direz sans doute plus AMP, assistance médicale à la procréation, qui est l'expression plutôt employée par les professionnels. Irène Théry, bonsoir. Vous êtes sociologue, vous êtes directrice d'études à l'EHESS, spécialisée dans la sociologie du droit, de la famille, de la vie privée. Vous travaillez sur les transformations contemporaines des liens entre les sexes et les générations. Parmi vos ouvrages, je voudrais citer Filiation, origine, parentalité, le droit face aux nouvelles valeurs de responsabilité générationnelle aux éditions Odile Jacob, ou encore Mariage et filiation pour tous, une métamorphose inachevée aux éditions du Seuil. J'ajoute que vous avez été consulté à plusieurs reprises dans les travaux préparatoires du projet de loi avec d'autres experts. Et donc, vous, à ce titre, vous connaissez très bien le projet de loi qui est en train d'être examiné. Alors, Lou Bémont-de-Senneville, dites-nous un peu plus sur les 4 thèmes qu'on va essayer d'aborder jusqu'à 21h30 et puis surtout sur le premier thème qui va nous occuper pendant une vingtaine de minutes. Alors ce soir, on vous propose d'aborder 4 thèmes qui vont être un peu les 4 fils rouges de notre soirée. Le premier sera autour de la revendication d'égalité, de cette notion d'égalité. Le deuxième autour du rôle de la médecine et de la technique. Le troisième autour de la place du père. Et le quatrième autour de la question des limites, qui est l'une des... voilà le titre de cette soirée. Alors, je vous propose de commencer ensemble par le premier thème, autour de cette notion d'égalité. C'est une notion dont on entend évidemment beaucoup parler, qui est l'un des fondements de la revendication de l'extension de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules, au nom de l'égalité entre les couples homo et hétérosexuels. Alors, si la technique est mise au service des uns et des autres, effectivement, pourquoi, si la technique est mise au service des uns, pourquoi ne pourrait-elle pas être mise aussi au service des autres? Si le désir des uns est honoré et pas celui des autres, est-ce qu'il ne s'agit pas là d'une discrimination? C'est en tout cas ces questions qui ont été au cœur de la construction du programme d'Emmanuel Macron sur le sujet et de l'argumentation des partisans de ce projet de loi. Et d'un autre côté, la ministre de la Santé a beaucoup répété ces derniers jours, Agnès Buzyn, que ce projet de loi n'était pas une loi d'égalité, mais une manière de résoudre les défis éthiques posés par une technique médicale. Alors, on va revenir là-dessus. Vous l'avez rappelé, Lou Bémont-de-Senneville, l'extension de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules est liée à un critère d'égalité. Cette question de l'égalité des droits, qu'est-ce qu'on peut en penser? Est-ce qu'il doit être, Irène Théry, le seul critère, le critère ultime? Alors, merci de m'avoir invité à discuter avec vous. Je pense que la question de l'égalité ne peut pas se poser de façon abstraite. Il faut se demander l'égalité, pourquoi? L'égalité en vue de quoi? Et pour moi, le point central, c'est de souligner qu'on ne peut pas discuter si on ne distingue pas au départ 2 PMA. Il y a toujours eu 2 PMA ou 2 AMP, comme on veut. Une PMA thérapeutique, qui est 95% à peu près des cas en France, dont l'objectif est effectivement de permettre à un couple, par hypothèse hétérosexuelle en âge de procréer, qui ne parvient pas à procréer, d'y arriver, par tout un ensemble de techniques dont on pourra parler. Et à côté de cette PMA thérapeutique, il y a une autre PMA que j'appelle une PMA sociale. C'est la PMA avec tiers donneur. Cette PMA donc, a été instaurée dès le début
des séquoses en 1973. Elle était même antérieure dans les cabinets des gynécologues et elle ne vise en aucun cas à soigner. Lorsqu'on recourt à un tiers donneur, c'est justement quand on est en échec thérapeutique. Et donc, on dit à ce moment-là, il y a une autre solution. Eh bien, c'est de fonder une famille en faisant appel aux gamètes d'une tierce personne qui va donner de sa capacité procréatrice pour permettre à un couple, où l'un procrée, l'autre pas, de fonder une famille. Donc, la question précise qui est posée à propos de l'ouverture aux couples de femmes, c'est la question de cette PMA avec tiers donneur et non pas de la PMA en général. Et c'est sur ce point qu'il y a, je pense, une revendication d'égalité. En effet, les lesbiennes qui se sont bien aperçues que la PMA avec tiers donneur n'était pas une PMA thérapeutique se sont dit, mais si un couple hétérosexuel dans lequel justement la nature fait qu'il ne peut pas procréer parce que par exemple l'homme est infertile, a une autre solution qui est d'engendrer un enfant avec l'aide d'une tierce personne, pourquoi pas nous ? Et c'est à partir de là que s'est développée cette pratique de fonder une famille avec l'aide d'une tierce personne et que la revendication d'égalité est arrivée. Alors, donc, je pense juste un point pour dire que si le débat éthique, puisque vous avez évoqué Agnès Buzyn, j'approuve tout à fait ce qu'elle dit, c'est-à-dire que sur cette PMA avec tiers donneur, il y a un problème éthique depuis des décennies. J'ai consacré mon travail principalement à essayer de démêler ce problème éthique. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Des humains comme les autres », dans lequel je proteste justement contre le sort qui a été fait aux enfants nés d'une PMA avec tiers donneur. Donc, elle a raison de dire qu'il n'y a pas qu'une revendication d'égalité, il y a aussi une volonté d'avancer sur un sujet très problématique depuis longtemps, qui est la dissimulation de ce recours aux dons, en particulier envers les enfants qui en naissent. On reviendra sur ces questions d'anonymat et on reviendra évidemment sur ces questions de technique médicale, voilà, et de PMA sociale, comme vous dites, ou de PMA médicale. Est-ce que vous entendez, Dominique Folscheid, vous, ce critère d'égalité, comment est-ce que vous l'entendez ? Bon, j'entends d'abord Irène Théry et je suis étonné qu'elle accepte ce que je pense depuis longtemps, à savoir que sous l'AMP en général, qui comporte certes l'insémination artificielle, avec ou sans donneur, il y a deux sortes, en réalité, d'AMP ou PMA. L'une, moi, que je préfère qualifier de palliative, qui imite au mieux, dans la sphère intraconjugale, ce qu'est une famille qui, autrement, aurait des enfants par procréation naturelle. Et puis une autre qui, en fait, est effectivement sous la coupe de la technique. Et ça remonte en fait au tout début. C'est-à-dire, dès la fécondation in vitro, on se rend bien compte que c'est la technique qui joue le premier rôle, pour une raison très simple, c'est qu'elle dispose des gamètes mâles et femelles, et elle n'en a rien à faire, elle n'a aucun souci des personnes concernées, qu'elles soient hétérosexuelles ou homosexuelles. Du moment qu'elle a des gamètes mâles et femelles, ça marche. Donc, voilà un premier point. Deuxième point, je pense que je vais peut-être en fâcher certains qui considèrent qu'on est à un point culminant d'une crise majeure de l'anthropologie. Je pense que nous sommes plutôt dans une crise aiguë typiquement franco-française. L'égalité, c'est un thème typiquement franco-français, surtout si on se réfère à Tocqueville. Et aux États-Unis, le thème dominant, c'est évidemment la liberté. Et le débat que nous avons ici ce soir, je ne vois absolument pas comment il pourrait y en avoir un d'équivalent aux États-Unis d'Amérique, ni d'ailleurs au Canada. Qu'est-ce qui arrive en ce moment ? Eh bien, nous entendons surtout non pas des débats sereins, mais à suivre la radio, en particulier France Inter, on entend plutôt des slogans. Et des slogans en termes de lutte contre les discriminations. Alors, ce problème, le Conseil d'État, examinant le projet de loi, a dit deux choses qui paraissent contradictoires à certains, mais qui vont ensemble, à la limite. Mais le Conseil d'État est habile. Il dit, quand il y a des situations différentes, par exemple, des personnes homosexuelles et hétérosexuelles, on ne leur crée aucun grief en les traitant différemment. Donc, à personnes différentes, traitement différent. Mais il ajoute aussitôt, mais juridiquement, rien ne s'oppose à ce que le législateur en dispose à sa guise. Bon, donc, on appréciera au passage. Ce problème de la non-discrimination, j'ai l'impression que le gouvernement, qui est dans une situation où il avance pas à pas de loi bioéthique en loi bioéthique,
Et vous aurez remarqué que chaque loi bioéthique reprend une partie des interdits de la précédente pour les transformer en ouverture, en disant c'est le progrès. De sorte que toute cette affaire me semble ressembler plutôt à un train, qui serait un peu le train du progrès de Condorcet, le train du progressisme d'Emmanuel Macron, dans lequel on a toute une série de wagons. On a une très grosse locomotive, dont personne ne parle jamais d'ailleurs, mais nous en parlerons tout à l'heure. Et puis des petits wagons, mais qui, l'un entraîne l'autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en est à l'ouverture à des femmes sans hommes. On verra d'ailleurs pourquoi on mélange en même temps lesbiennes et non lesbiennes, etc. Et alors, le gouvernement me semble être semi dans la seringue. Je souhaite bon courage aux législateurs, puisque, au nom du principe de non-discrimination, il a déjà commencé à discriminer. Les veuves, les jeunes veuves n'auront pas droit, les femmes ménopausées non plus, d'après en tout cas la situation actuelle, et finalement, on aura le fameux slogan « Toutes les femmes qui veulent accéder à l'AMP sont égales, mais il y en a qui sont plus égales que d'autres ». Pour le fond, et pour ne pas allonger cette première partie du débat, je dirais qu'on est philosophiquement et juridiquement devant le grand problème, très difficile, de celui du droit à la différence. Comment traiter les différents? Ce n'est pas tellement un problème d'égalité, parce qu'il y a égalité de tous les sujets de droit, mais les sujets de droit sont abstraits. Ils n'ont ni âge ni sexe. Or, en réalité, les personnes dont nous parlons ont un âge et un sexe. Et par conséquent, on ne peut pas faire comme si c'était les sujets de droit à qui on fait des enfants eux-mêmes juridiques. Ce sont des enfants en chair et en os. Donc le problème est celui de la différence des différents. Et là, une dialectique que tout le monde connaît, il suffit de regarder ce qui se passe en matière alimentaire. Parce que la dialectique veut qu'on commence, par affirmer le droit à la différence des différents, ce qui est légitime, et on s'aperçoit, que pour réaliser ce droit à la différence des différents sans nier la généralité du droit pour tous, on est conduit nécessairement, inexorablement, à l'indifférence des différents. L'exemple du régime alimentaire est clair. Dominique Fauchal, on va essayer de laisser la parole à d'autres personnes. Excusez-moi de vous couper, mais voilà, essayons d'être chacun synthétique, même si effectivement c'est important de développer les arguments. J'aimerais vous laisser la parole, Nelly Friedman, au vu de votre compétence. On le rappelle, vous êtes biologiste de la reproduction. Sur cette question de l'assistance médicale à la procréation, comment, pour reprendre le terme de Dominique Fauchal, éviter les slogans ? Comment éviter les slogans? Et vous qui êtes confronté à ces questions-là avec les personnes qui viennent vous voir, comment vous appréhendez ce débat de société et la question de l'égalité? Peut-être vous pouvez aussi y revenir là-dessus, puisque ça fait partie de la première partie de notre discussion. Bon, la question, elle est compliquée. Comment éviter les slogans? Oui, il y en a beaucoup. Le premier, c'est d'essayer de faire croire que l'activité de don de sperme est une activité telle qu'elle a été organisée jusqu'à présent est une activité qui répondait à une infertilité sociétale, c'est ça que vous avez dit, ou sociale? Non, j'ai dit que c'était une pratique qui ne soigne pas. Je n'ai pas dit autre chose. Ça répondait effectivement à une infertilité pathologique. Merci. Donc déjà, pour le coup... sur ce point-là, déjà, je voudrais dire que, pour ma part, je ne suis pas tout à fait d'accord. Ce sont des hommes qui ont une maladie, puisqu'on va essayer de parler simple. Je suis une praticienne et il se trouve que j'ai rencontré des centaines de patients, de couples. Donc, ce sont des hommes qui ont une maladie, parfois une maladie génétique, qui fait que, effectivement, on ne retrouve pas de spermatozoïdes au sein du testicule. Ou d'autres types de maladies sont des patients qui ont eu des accidents de vie qui font que effectivement le testicule est malade. Ce sont des patients qui sont dotés de gonades masculines qui ne produisent pas de spermatozoïdes. Donc effectivement, on va avoir recours à un tiers donneur pour un couple qui est infertile, même stérile, et cette infertilité est d'origine masculine.
et répond donc complètement au texte de loi avec une infertilité médicalement prouvée. Donc ces couples-là ont toujours, ou depuis les années 70, pu bénéficier effectivement du don de sperme. Donc, pour moi, ce n'est pas au nom de l'égalité vis-à-vis de ces couples qu'il fallait, pour ma part, hein, c'est mon avis, qu'il fallait ouvrir cette PMA pour les couples de femmes ou les femmes non mariées. C'est parce que si on songe à l'égalité, c'est parce que actuellement, progressivement, dans notre pays, il s'est produit une chose que nous avons nommée d'une manière qui peut ressembler à un slogan qui s'est appelé le tourisme médical, c'est-à-dire que les couples de femmes ou les femmes non mariées qui en avaient les moyens, entre guillemets, partaient à l'étranger pour avoir recours à ces techniques. Et je pense que le gouvernement, le Conseil d'État, etc., pour avoir participé aussi à l'étude juridique qui s'est produite au Conseil d'État, a été forcé de constater que de toute façon, on était face à une situation qui existait. Par ailleurs, pour la protection de ces enfants qui étaient issus de ces PMA faites à l'étranger, lorsque les femmes se séparaient, globalement, si elle n'était pas mariée, si la deuxième femme n'avait pas réussi à adopter l'enfant, l'enfant se retrouvait... la deuxième femme n'avait aucun droit vis-à-vis de l'enfant, et un enfant qui avait peut-être vécu 10 ans avec ses deux mères pouvait du jour au lendemain se retrouver avec une seule maman, et l'autre maman n'avait plus aucun droit. Donc ça a été aussi... je peux le raconter parce que c'est aussi ce qui a fait pencher dans la balance dans le sens de l'ouverture, c'est qu'on se retrouvait dans des situations terribles aussi pour les enfants où, comme tous les couples, que ce soit hétérosexuels ou homosexuels, les femmes se séparent avec des conflits autour des enfants et du coup, effectivement, il semblait plus logique de permettre d'encadrer la technique, puisqu'on parle de technique, en tout cas cet accès à ce don de sperme pour ces couples de femmes ou les femmes non mariées. Les femmes non mariées, c'est un autre problème que je mets un peu de côté. Donc en fait, en termes d'égalité, moi je dirais plus que c'est donner aux femmes qui n'ont pas les moyens, aux couples de femmes qui n'ont pas les moyens d'avoir accès aux mêmes droits que les couples de femmes qui avaient les moyens et qui partaient à l'étranger pour avoir recours à ces techniques dans des conditions, entre guillemets, qui ne correspondent pas à la spécificité de notre pays, c'est-à-dire qu'elles allaient en Belgique ou ailleurs, ou en Espagne, et qu'elles avaient accès à des dons qui étaient payants. Et je rappelle qu'en France, le don est gratuit, jusqu'à maintenant anonyme, ça va changer, mais en tout cas, il nous semble, en tout cas pour la profession, plus logique que ces couples de femmes aient accès à l'insémination avec sperme de donneur dans des conditions qui respectent la loi française. Voilà. Alors Lou Belmontanil va poser maintenant une question à Sophie Marinopoulos qu'on n'a pas encore entendue. Sophie Marinopoulos, est-ce que vous entendez ce besoin à la fois d'encadrer une pratique qui se fait à l'étranger de fait, et en même temps ce que disait Nelly Friedman de mesures de protection des enfants, question à laquelle vous êtes particulièrement attachée, parce que c'est votre métier. Alors c'est vrai que du coup je veux parler en tant que clinicienne, recevant des enfants et donc recevant leurs parents avec notre modernité, c'est-à-dire des parents qui se sont construits parfois avec l'aide de la technique, parfois non. Mais en venant à ce débat, je vous rappelais que ça faisait bien longtemps que je n'avais pas participé à un débat sur ces questions-là. Je trouvais que c'était la dimension binaire était un peu compliquée pour moi, pour essayer un petit peu de dialoguer. Mais j'ai repensé sur la question de l'égalité. Bien sûr, ce n'est pas une loi qui est faite pour l'égalité, même si derrière, il y a une revendication. Peut-être que la démarche de départ est une démarche de revendication. Mais en tous les cas, c'est de voir comment la technique d'aujourd'hui, comment la médecine pourrait intervenir sur les questions donc, de procréation, donc de fabriquer un enfant. Et ça, c'est
pas nouveau finalement qu'on veuille suivre les faits de société et qu'on transforme la manière d'être parent, parce que j'ai repensé, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'époque des marraines de guerre. Après la guerre, alors que les mères célibataires, c'était quand même pas du tout bien vu, on a autorisé en fait l'adoption par des femmes seules pour répondre aux besoins des orphelins dans l'après-guerre. Donc déjà là, on a eu un regard un petit peu différent sur qu'est-ce que c'est qu'être parent et est-ce qu'on peut être un parent seul. Alors c'est étonnant qu'aujourd'hui, on se pose la question par rapport à la technique et on voit bien que la technique vient nous déranger dans nos représentations. Et je me posais la question, bon, je la lance comme ça, le plus adroitement possible, c'est est-ce que la technique ne vient pas faire naître du conflit du côté, une crainte, qu'on aurait une crainte abyssale de perdre nos récits de l'enfantement, qu'il y aurait quelque chose qui deviendrait indicible, on ne pourrait plus se raconter. Or, le très joli titre de Nancy Huston qui nous rappelle que nous sommes une espèce fabulatrice vient nous dire à quel point on a besoin des mots et qu'est-ce que c'est que grandir, s'ouvrir au monde, l'interpréter, le comprendre, devenir parent, hein, avant tout se reconnaître dans les yeux de l'autre. Voilà. Tout ça, est-ce que la technique viendrait entraver, empêcher, rendre indicibles ces récits de l'enfantement? Et évidemment, du côté de la clinique, du côté du coup de l'intimité de mon cabinet, j'entends ces parents qui parfois viennent me dire qu'ils ne savent pas comment dire. Et c'est de plus en plus souvent que les enfants et les parents dans notre modernité, avec l'utilisation de la technique, et c'est peut-être ça que j'aimerais qu'on entende, ont du mal à se dire, à se raconter et à se reconnaître, peut-être parce que la société ne les reconnaît pas encore assez, mais pas seulement. Et là, il y a quelque chose où je ne voudrais pas qu'on dise on peut fabriquer des enfants. De toute façon, on sait tout faire, donc on va arrêter de se cacher. On sait tout faire. On sait faire des enfants. Après, ce qu'on sait fabriquer des parents, c'est autre chose. On parle bien de procréation, on ne parle pas d'enfantement, donc on est bien sur un axe biologique de la filiation et pas, bien entendu, sur la construction de l'être parent. En tous les cas, voilà, cette question de comment la technique s'immisce dans nos récits modernes aujourd'hui d'enfantement, est-ce que derrière les conflits, parfois très violents d'ailleurs, hein, dans des postures assez binaires, est-ce qu'il n'y a pas quelque part cette angoisse abyssale? Est-ce qu'on a peur de perdre les mots, de ne plus avoir les mots? Quand les enfants ne savent pas comment dire, comment nommer, quand les parents non plus ne savent pas comment expliquer, ou alors, comme ils n'arrivent plus comment expliquer la question du désir, de leur désir d'être parents, eh bien, ils vont tomber dans des explications très vétérinaires. Hein. Ça va être, alors tu sais, maman, alors elle a pris la petite graine, parce que tu sais, il y a des papas qui peuvent donner des petites graines, alors ça part dans tous les sens. Et puis au bout d'un moment, l'enfant est part jouer, hein, parce que ça dure depuis 10 minutes, il n'a toujours rien compris. Donc il a autre chose à faire, et il se dit, je vais revenir et autrement. Voilà. Donc voilà, c'est un en peu... tout cas, oui, Sophie Marianopoulos, vous nous offrez une transition pour la deuxième partie de notre débat sur le rôle de la médecine et de la technique, ou plus exactement le rôle de la technique médicale. Loubet-Montenneville, ça c'est un point fondamental du projet de loi bioéthique. Hein. Oui, effectivement, on l'a effleuré avec Irène Théry et Nelly Friedman notamment, et on va y revenir. Le rôle de la technique et de la technique médicale, l'un des points importants de ce projet de loi, c'est la disparition du critère d'infertilité pathologique. Actuellement, un couple qui souhaite accéder à l'assistance médicale à la procréation, il doit remplir plusieurs critères. Parmi ceux-ci, d'être un couple déjà, composé d'un homme et d'une femme. Les demandes doivent être vivantes, d'où l'interdiction de la PMA post-mortem, et la constatation par un médecin d'une infertilité, c'est-à-dire de l'incapacité d'avoir un enfant. Ce critère va donc disparaître dans la future loi. Pour les uns, il s'agit d'un basculement. Pour les autres, la PMA n'a de toute façon jamais permis de réparer un problème médical, l'infertilité, mais a en fait plutôt permis de contourner. Et comme le dit Jean-Louis Touraine, le député Jean-Louis Touraine, eh bien, on n'est pas guéri après une PMA. On a un enfant, mais on n'est pas guéri. Et donc,
on vous propose d'aborder ce point que nous avons déjà effleuré. Je vois Irène Théry. Justement, alors Irène Théry, on vous pose la question, pourquoi pas. Irène Théry, est-ce qu'avec l'extension de la PMA, c'est pas la différence entre le médical et sociétal qui risque de tomber? Non, alors, faites attention, quand vous dites la PMA ne soigne pas, 95% de la PMA en France est faite pour traiter une infertilité d'origine pathologique. Nelly Friedman l'a bien expliqué. Et son objectif, c'est ça. C'est-à-dire, ce couple n'arrivait pas à procréer. À la fin, soit il procrée, soit il est en échec thérapeutique. Là, on parle de l'extension de la PMA. Donc, nous ne parlons que d'un sujet qui est la PMA avec tiers donneur. J'insiste sur ce point parce que c'est cette PMA avec tiers donneur, le recours aux gamètes d'une tierce personne qui a donné de sa capacité procréatrice pour permettre à d'autres personnes de pouvoir faire un enfant, qui est le cœur du débat éthique en fait. Et c'est sur ce problème et non pas sur la technique. Soyons clairs, il n'y a pas beaucoup de technique là-dedans. Vous savez, il y a des gens qui n'avaient pas accès à la PMA et qui prennent des pipettes de Doliprane et qui font des inséminations artificielles dans leur propre salon. Hein, ça existe en France. Ce que je veux dire, ce n'est pas un problème d'abord technique, c'est un problème sociétal, c'est un problème social. C'est est-ce que finalement ce recours à cette tierce personne, nous le valorisons, nous l'acceptons ou nous le condamnons? Alors l'Église, on le sait, l'a toujours condamné. Au départ, avant les banques de sperme, c'était le donneur caché, on va dire, derrière le rideau du cabinet du gynécologue. Et ça se pratique depuis le 19e siècle, depuis justement l'invention de l'insémination artificielle. Et l'Église l'a condamné en disant on introduit un enfant adultérin dans la famille. Par ailleurs, donc dans cette hypothèse, l'homme caché est le géniteur et ne sera pas le père. C'est un cas particulier où le père sera justement celui qui ne procrée pas, alors que celui qui procrée ne sera jamais le père. Donc c'est une pratique qui est condamnée socialement, c'est important de le savoir, et qui, de ce fait, quand elle a été organisée par les sécos, Nelly Friedman en parlerait bien mieux que moi, à partir de 1973, un des sujets a été comment est-ce qu'on peut la moraliser. Voilà. Et je dirais simplement qu'on a essayé de le faire d'une autre façon, mais ce qu'on a continué toujours à faire, c'est à dissimuler le fait de ce recours au don. On l'organise, on le dissimule. Et cette dissimulation est une vraie question, hein, parce que la question est posée de savoir si l'enfant qui va naître de ce recours à une tierce personne peut le savoir ou pas, si il peut savoir l'identité de son donneur, etc. Et vous êtes favorable à la levée de l'anonymat? Moi, dans l'ensemble de mes travaux, ce que j'ai vu, c'est que justement le recours à cette tierce personne, à ce don, on va dire, n'a fait que du bonheur. J'ai travaillé des années au centre de PMA de Marseille pour étudier ces sujets. Je voyais, comme tout le monde, les photos dans les salles des sages-femmes de remerciements avec tous les bébés qui étaient nés, et entre autres des bébés nés de dons. Et donc, je ne mets pas en question cette façon nouvelle de faire une famille. Bien au contraire, je crois qu'elle n'a apporté que du bonheur, mais que le problème grave qu'elle a posé, c'est justement le fait de ne pas l'assumer, de le dissimuler, de le cacher, d'entrer dans la logique des secrets et des mensonges, parce qu'au départ, on a voulu se protéger de l'opprobre social, mais ensuite parce que justement, on a expliqué que c'était un traitement et que ce traitement, finalement palliatif, relevait de l'intimité des parents. C'est le débat le plus actuel qui continue là-dessus. Donc je pense que ça serait un progrès éthique qu'un État qui organise des donor-conceived families, comme disent nos collègues anglais, des familles issues de dons, considère que c'est son devoir, dès lors qu'il organise ces familles, de leur faire une place au soleil, de les reconnaître, de les accueillir, à la fois dans notre société et dans notre droit. Et de ce point de vue-là, je considère que le projet de loi, bien que je le trouve incomplet et imparfait, est un progrès éthique et juridique vers justement l'accueil de ces familles qu'on a toujours voulu renvoyer vers une sorte de silence, comme si elles n'étaient pas des familles tout à fait légitimes, tout à fait égales aux autres. Une question pour Nelly Friedman. Nelly Friedman, est-ce que la PMA est un traitement, d'une part, et d'autre part, avec don, est un traitement, et d'autre part, est-ce qu'en ouvrant largement la PMA, vous, les médecins, les professionnels de santé, vous n'allez pas vous trouver devant des situations impossible, et selon quels critères vous allez décider d'accéder ou non à
à une demande. Donc une question théorique et une question pratique, à la praticienne. Sur la question, est-ce que la PMA, jusqu'au jour d'aujourd'hui, enfin jusqu'à une éventuelle modification, répond à un problème médical, la réponse est oui. On ne va pas argumenter. Mais quand même, je tiens à signaler qu'il n'y a pas que le don de sperme lorsqu'on parle de tiers donneurs. Il y a aussi des donneuses d'ovocytes. Donc il y a aussi des patientes qui ont malheureusement une qualité ovarienne prématurément altérée, des jeunes femmes qui peuvent avoir 25 ans, 28, qui n'auraient aucune raison de ne pas pouvoir avoir des ovocytes de bonne qualité, etc. Et bien, finalement, elles ont une maladie, les ovaires ne fonctionnent pas, et elles ont recours donc au don d'ovocytes. Donc on parle beaucoup du don de sperme, mais il faut savoir qu'il y a aussi le don d'ovules. Et ces patientes-là ont une maladie, elles ont une insuffisance ovarienne prématurée, c'est une maladie. L'OMS a reconnu l'infertilité, dont le plus grave est la stérilité, comme j'en ai parlé tout à l'heure, quand le testicule ne fonctionne plus ou les ovaires ne fonctionnent plus. Et ça a été reconnu comme une maladie par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Sur la question de est-ce qu'avec la technique, on pourrait tout faire ? Malheureusement, voilà, ça fait 25 ans que j'aimerais bien vous dire oui. J'aimerais bien dire aux patients, voilà, ça n'a pas marché. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais en fait, il faut que vous sachiez qu'on peut avoir les ovules d'une femme, les spermatozoïdes du mari, ou avec un donneur, ou avec une donneuse, peu importe. Mais des fois, ça ne marche pas. Les fécondations ne marchent pas. On a des embryons, on transfère un embryon dans l'utérus de la patiente et ça ne marche pas. Il faut savoir qu'en France, le taux d'accouchement, il n'est que de 20% par tentative. Donc, en fait, le mystère autour de la conception, autour de la naissance, mais du coup plutôt de la conception ou de l'implantation, c'est-à-dire une fois qu'on met l'embryon dans l'utérus, pourquoi est-ce qu'il s'implante, pourquoi est-ce qu'il ne s'implante pas, pourquoi est-ce qu'au laboratoire, alors qu'on fait exactement la même chose, il y a parfois un ovocyte qui va marcher avec un spermatozoïde et l'autre ne va pas marcher. C'est bien qu'il reste quand même un mystère dans tout ça. Est-ce qu'il y a des C'est le mystère de notre travail et c'est ça qui nous tient. Et je dirais qu'on ne contrôle pas tout, on ne domine pas tout. Pour ceux qui pensent qu'en fait, on est un peu des apprentis sorciers, qu'on est capable de tout faire, je veux juste vous dire que, à la limite, j'aimerais que ce soit vrai, parce que quand je rencontrerai des couples, je pourrais leur expliquer pourquoi ça ne marche pas. Et moi, je leur dis, on n'en sait rien. En fait, on ne sait pas. Sur cette extension de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules, est-ce qu'il y a une crainte de la part des couples hétérosexuels infertiles qui ont recours à la PMA ? Est-ce qu'il y aurait concurrence entre les deux ? Est-ce que ça peut être une conséquence de cette loi ? Alors là, vous posez la question de la hiérarchisation des soins. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va choisir ? Parce que ça, c'est beaucoup revenu comme question. Et en fait, il faut comprendre que pour ce qui est du don de sperme, en fait, c'est l'âge de la femme qui va compter. C'est-à-dire que une femme de 37 ans, forcément, elle a une qualité ovarienne qui est moins bonne qu'une femme de 30 ans. Eh bien, en fait, c'est plus les femmes auront besoin, parce qu'elles ont une qualité ovarienne, il faut se dépêcher, qui est en train de s'altérer. Donc, les femmes vont être choisies sur des critères, du coup, encore médicaux, qui est comment fonctionnent les ovaires. Voilà. Et du coup, on ne tiendra plus du tout compte de l'orientation sexuelle des patientes. On voit bien, Sophie Marinopoulos, que ce qui est au cœur de nos discussions, c'est le désir d'enfant. Est-ce que la société, finalement, doit honorer tous les désirs d'enfant ? Est-ce qu'elle doit aussi la prendre en charge, y compris financièrement, ce désir d'enfant ?
Alors, moi, alors, sur la question du désir d'enfant, je voulais revenir quand même. Je ne voulais pas laisser passer la proposition et l'intervention de Madame Théry sur la question finalement des origines, hein, puisque vous êtes revenu sur l'anonymat et ça, on sent que ça taraude un petit peu le débat. Donc, j'avais envie un peu de donner quelques réflexions sur la question de la gamète. Qu'est-ce que c'est qu'une gamète? Est-ce que c'est que du matériel génétique ou bien la gamète, elle doit aussi pouvoir être transformée par celui qui la reçoit. Et je pense tout particulièrement, en effet, dans les dons. Avant, je ne parle pas d'anonymat, là, hein, dans la question des dons de gamètes, celui qui le reçoit, s'il n'arrive pas à transformer ce matériel génétique en un matériel psychique, c'est-à-dire que ça serait un peu comme si c'était son matériel. C'est pas du tout, il se ment pas, il n'invente pas, mais il va faire en sorte que ce matériel qui lui est donné, il va pouvoir l'intégrer psychiquement, ce qui va lui permettre que l'enfant qui va naître de cette histoire-là, avec ce don, sera bien un enfant qu'il pourra ensuite transformer en fils ou fille, parce que c'est aussi encore une autre transformation. Attendre un enfant, avoir un enfant et le penser fils ou fille, c'est encore un autre processus, une autre construction. Et on voit bien comment la gamète aujourd'hui, on a l'impression qu'on en parle juste, il suffit voilà, on fait un don et puis pouf, on part dans l'histoire familiale. Moi, ça me rappelle, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'affaire Montand, qui était une affaire extrêmement intéressante, parce que vous vous souvenez, cette jeune femme qui se disait, mais je pense que sa mère l'avait aussi... une jeune femme disait que son père était Yves Montand. Et voilà, mais je pense que la mère de cette jeune femme l'avait aussi un peu élevée dans l'idée que Montand était son père. Et donc, elle avait construit, en tous les cas, elle s'était construit cette histoire-là, et jusqu'à ce que d'ailleurs, elle en appelle à la justice pour vérifier si oui ou non Montand était bien son père. Et donc, de son vivant, Montand avait toujours dit qu'il n'était pas le père de cette jeune femme. Hein. Il avait absolument refusé tout test. Voilà, il avait refusé ça. Et quand il est décédé, par la suite, hein, il a été déterré. On a été vérifier si son ADN était le même que cette jeune femme pour s'assurer que cette jeune femme était bien ou pas la fille de Montand. Il s'est avéré, vous vous rappelez du résultat, qu'elle ne l'était pas. Hein. Voilà, elle n'était pas la fille de Montand. Et justement, très concrètement, on a arrêté le débat. Elle l'est pas. Mais qu'est-ce que ça change? Attendez, juste je finis là-dessus. Oui. Mais si ça avait été le bon ADN, est-ce que vous pensez qu'on peut être l'enfant d'un homme ou d'une femme qui ne vous reconnaît pas comme étant son fils ou sa fille? Est-ce que vous pensez que la transformation est possible? Moi qui ai une clinique auprès des enfants, je rencontre en permanence des enfants qui ont devant eux leur matériel génétique. Ils ont leur père spermatique et leur mère ovocytaire sous les yeux qui ne les reconnaît pas comme étant leur enfant, et on voit des dysfonctionnements familiaux très importants. Donc c'est juste pour dire que voilà, la question de... Si on connaît les origines, si on connaît d'où vient l'identité du donneur, on va avoir son histoire. Il faut qu'on ouvre ça. C'est pas aussi simple. La complexité de la construction de l'enfant à son parent et du parent à son enfant, c'est véritablement une histoire qui se construit dans des regards partagés et des reconnaissances mutuelles. Alors sur cette question de la levée de l'anonymat ou non, Dominique Fauchal, votre analyse là-dessus Pour une fois qu'on pense à l'enfant qui était jusqu'à présent le muet du sérail procréatique, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'avant, l'idée, c'est un couple librement, fait accord librement, avec une offre d'AMP, qu'elle soit à la française, avec les sécos, ou qu'elle soit à l'américaine, sous forme de business. On s'aperçoit tout d'un coup qu'il y a des enfants. Bon, très bien. Mais je dirais, le problème, c'est un rattrapage. Parce que il faut d'abord revenir à ce qui est le principal, à savoir qu'il y a un moment où la médecine n'est plus médicale, c'est-à-dire elle ne s'occupe plus de traiter des personnes en état d'infertilité, infécondité. Elle ne s'occupe évidemment pas d'avoir comme patient l'enfant, puisque l'enfant n'existe pas. Et elle devient la servante d'une technique. Et là, je protège, vous avez raison, c'est une technique relativement simple, mais avec toute la zootechnie animale derrière. Et pour les biologistes, si vous racontez à Testard, M. Friedman et autres, que ça a été une affaire extrêmement simple, là, on se leurre. Il a fallu des dizaines d'années, depuis Charles Thibault, etc.,
pour mettre au point ce type de procédé. Donc c'est simple par rapport à la réanimation savante, mais c'est simple au point de vue de la technicité, mais ça rentre en tout cas philosophiquement dans la rubrique qu'on appelle la technique, c'est-à-dire un dispositif qui opère, qui fonctionne, et c'est pas la médecine, c'est plutôt le médecin qui va servir d'intermédiaire. Ce qui fait que ce qu'il va faire, c'est pas un traitement, bien qu'on ait dit que le sperme était un médicament, mais on a dit n'importe quoi sur le sperme, aussi de l'eau de vie, bon, ça rentre assez loin chez les Grecs, c'est plutôt un remède, c'est-à-dire un élément de médiation. Alors, ceci posé, il y a quelque chose d'un petit peu troublant dans cette affaire, c'est-à-dire AMP pour toutes, c'est du marketing, c'est du slogan, c'est un paquet cadeau. D'ailleurs, Volkswagen l'a compris, vous avez vu les affiches, des voitures électriques pour tous. Et vous voulez dire qu'il y a une dimension marchande derrière ? Il y a une dimension marketing, exactement comme les slogans de la BM devenaient donneurs de bonheur. La BM, l'agence de biomédecine. Agence de biomédecine. Et moi, je vois dans cette affaire, c'est pourquoi je dis c'est qu'une étape, c'est l'ouverture à l'AMP pour tous. Parce que pourquoi allez-vous longtemps réserver aux femmes sans hommes, alors qu'il y a des hommes sans femmes? Pourquoi allez-vous interdire les veuves de 50 ans, les femmes ménopausées, etc. Ça, je n'y crois pas un seul instant. Et l'argument, on va le faire en France parce que ça se fait de toute façon à l'étranger, mais en France, on va le faire mieux et de manière mieux encadrée. Alors là, c'est effectivement l'idée de la non-discrimination pour raison de nomadisme procréatif. Et ça, je n'y crois pas un seul instant. Vous avez déjà quantité de femmes. On vient de me citer un exemple aujourd'hui d'une de mes étudiantes qui travaille dans ce milieu. Une femme est partie à Chypre. Pourquoi? Parce qu'elle choisit sa donneuse. Et ensuite, puisqu'ils ont déjà 2 enfants du même sexe, elle peut choisir le sexe. Alors, ce n'est pas du tout au programme de la loi française. Donc, si on pense que la technique, avec toutes ces œuvres mirobolantes, est déjà en place dans le monde entier, alors là, je me dis qu'on joue petit bras. Alors, on va y revenir dans notre 3e partie, qui interroge la place du père. On va en parler, cette place du père, qui interroge aussi, bien sûr, du coup, toutes les questions de filiation qu'on a déjà un peu abordées dans cette table ronde, notamment avec le propos de Sophie Marinopoulos il y a quelques instants, Lou Bémond de Senneville. Oui, alors effectivement, Antoine, s'il y a un point qu'on entend beaucoup depuis plusieurs mois, c'est celui de la place du père qu'on a déjà abordé un petit peu et qu'on va essayer d'approfondir, en particulier avec cette expression employée par les opposants à la PMA sans père. Le père, s'inquiète-t-il, serait donc sur le point d'être évincé, voire l'homme d'être effacé. Alors, une crainte balayée par d'autres, nul besoin de père, l'altérité suffit, qu'elle soit incarnée par une autre femme dans le cadre d'un couple de femmes ou par un ami, un oncle, un grand-père dans le cas de la femme seule. Sophie Marinopoulos, je me tourne vers vous. Vous voyez, Irène Théry, vous ne commencez pas toutes les parties pour la place du père. Est-ce que vous accueillez des patients, des parents dans ce cas? Est-ce que vous pensez que l'extension de la PMA va un peu rebattre les cartes de la définition qu'on se fait aujourd'hui de la famille? Est-ce que finalement, c'est quelque chose que vous rencontrez évidemment régulièrement, vous, dans vos consultations? Ah, mais elle rebat les cartes, c'est une évidence. Et puis, bien entendu, moi, j'ai commencé à travailler dans les années 80. Je ne vois pas les mêmes familles, il faut être très clair. Et les familles nous bousculent nous-mêmes, les professionnels de l'enfance et de la famille, quand on les reçoit. Et ils savent nous le dire, d'ailleurs. Donc, on reçoit, en effet, des enfants qui sont nés, par exemple, de PMA avec des couples de même sexe. Et donc, c'est presque, j'ai envie de dire, très simple, parce qu'on reçoit aussi des enfants qui ont 4 parents, puisqu'il y a aussi des couples femmes qui vont demander à des couples hommes de pouvoir faire des enfants ensemble. Donc les constructions, il y en a, mais bon, on va pas s'étaler sur le nombre de nouvelles familles que l'on voit aujourd'hui. Mais je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, sur la difficulté pour les enfants parfois de construire leur histoire, mais aussi la difficulté pour les parents de la raconter. Et je ne voudrais pas qu'on aille trop vite et qu'une fois qu'on a voté des lois, qu'on lâche les parents dans la nature, qui se retrouvent finalement confrontés à des questionnements
d'enfants qui vient les bousculer, les mettre à mal, les faire souffrir sans que nous nous occupions d'eux, sans que nous nous préoccupions d'eux. Il y a peu de choses, peu d'accompagnement pour toutes ces familles qui font des démarches. La souffrance est terrible. Moi, quand je vois cet état de solitude dans lesquels sont en particulier les femmes d'ailleurs, qui vont en effet à l'étranger puisque le tourisme procréatif existe en effet, mais leur difficulté ensuite aussi à parler avec les enfants. Je pense à une petite patiente un jour qui dit à sa maman ou à ses mamans, je ne sais pas ce que vous allez choisir comme expression, pourquoi tu n'as pas voulu que j'aie de papa? Bon, ben, il faut qu'elle soit armée, c'est intéressant finalement. Alors, elle ne l'a pas trouvé intéressant du tout. Hein. Elles n'ont pas trouvé ça intéressant du tout. Mais c'était intéressant, cet enfant qui allait chercher sa mère, ses mères, ou sa mère et sa compagne, en tous les cas ces femmes qu'elle aime à égalité, comme deux femmes qui ont pris une place fondamentale dans sa vie, qui sont ses mères. Voilà, elle va quand même les interroger sur c'est quoi votre désir, comment ça marche dans votre tête, qu'est-ce que je fais là-dedans, comment... Voilà. Et en effet, c'est des questions comme ça, parce que les enfants, ils ne se posent pas des questions comme on se pose là. Hein. C'est très technique, hein. C'est pas du tout comme ça. Hein. C'est cru, c'est direct, c'est jamais quand il faut, c'est le jour du baptême quand il y a tout le monde autour et qu'on n'a pas trop envie de se faire remarquer et qu'on a droit à la question. Est-ce que la figure du père, je me fais peut-être un peu l'avocat du diable, elle n'est pas avant tout symbolique ? Et elle peut être assumée aussi par une mère. Évidemment, elle est complètement symbolique. C'est une fonction, mais aussi elle est portée dans la tête. Il y a des couples, au risque de vous choquer, dont la femme ne porte aucun père dans la tête. Pourtant, elle vit bien avec, elle a bien son mari, mais le père n'est pas porté dans la tête de la mère et il n'y a pas de père. Et d'ailleurs, les enfants, quand ils nous font un dessin, en effet, il y a disparition de la fonction du père qui n'est pas là. Donc, on pourrait élaborer longuement sur. C'est pas parce qu'il n'est pas là. Physiquement, c'est comme quand les pères viennent me dire non, mais il n'obéit pas à sa mère, mais moi, avec moi, j'ai pas de problème, de toute façon, je suis pas là dans la journée. Il n'est pas là dans la journée parce qu'il n'est pas là physiquement, il n'existe pas, il n'est pas porté dans la tête de l'enfant, il n'est pas porté dans la tête de la mère. Voilà. C'est toutes ces questions que les enfants soulèvent avec nous. Donc, en effet, eux vont pas se demander si le père est dans la maison ou pas dans la maison. Il veut savoir comment est porté le désir qu'il a amené à cette histoire et qu'est-ce qu'il fait là. Et il n'aura de cesse de poser les questions tant qu'il n'aura pas eu les réponses attendues, c'est-à-dire pas des réponses concrètes, matérielles, mais des réponses de désir. Nelly Friedman, est-ce que pour vous, la question de la présence d'un père, d'un homme, c'est une question importante? Et est-ce qu'elle se pose de la même manière pour un couple de femmes et pour une femme seule lorsque vous recevez des patients ou lorsque vous en recevrez après l'extension de la PMA, après l'adoption de la loi? Du coup, moi, je suis préoccupée par l'intérêt de l'enfant, forcément. Et donc, j'ai pas beaucoup d'expérience parce que j'ai pas vu en consultation ces nouvelles femmes qui vont venir nous voir. J'ai plus de réticence sur la femme non mariée plutôt que par rapport au couple de femmes. Enfin, je veux dire, là, c'est vraiment par rapport au couple de femmes. Je pense qu'il y a une triangulaire qui est maintenue. Après, on peut penser ce qu'on veut du fait que ce soit des familles homoparentales. Je suis plus, je dirais, sur la réserve avec les femmes non mariées. L'expérience des Belges, puisque quand même on a parlé avec nos collègues, c'est qu'il y a quand même 40% des demandes de femmes célibataires qu'ils refusent, parce qu'ils estiment que... les praticiens refusent. Oui, en Belgique, parce qu'ils estiment que la femme n'a pas assez d'autonomie socialement, au niveau du travail, au niveau du logement. Il y a des critères sociaux, économiques. Et aussi, il faut qu'ils puissent donner des personnes référentes dans la famille au cas où elles seraient malades, etc. Ils ont beaucoup d'exigences que nous n'aurons pas. Enfin, nous ne pourrons pas nous permettre d'avoir ce type d'exigences. La médecine n'est pas organisée comme ça. Il n'est pas prévu qu'il y ait des enquêtes... Ça, c'est le rôle des psychologues ? Non, il n'y a pas d'assistante sociale qui va faire une étude sur... C'est pas prévu comme ça dans la loi. Et c'est parce qu'on n'a pas cette mentalité-là, on ne pourra pas refuser. C'est pas du tout dans notre mentalité de juger. Déjà, pour les couples hétérosexuels, c'est la même chose. On a des couples on voit bien qu'il y a un problème socio-économique, que ça va être compliqué.
on les refuse pas. On ne se sent pas le droit de le faire. Donc, c'est pour ça que, en fait, j'ai cette petite réticence, parce qu'en fait, je me dis, comment on va faire? Oui. Alors, justement, Irène Théry, sur cette question-là, très, très particulière de l'extension de la PMA aux femmes seules, est-ce que vous avez des réserves là-dessus? Et si vous n'avez pas de réserve, pourquoi? Je n'ai pas de réserve parce que j'étais avec le père de Malherbe lorsque nous avons été reçus à un dîner de travail à l'Élysée. Vous vous souvenez que vous étiez à côté de moi et vous m'avez même dit vous êtes cerné parce que j'étais entre vous et Alliance Vita. Mais c'était très gentil et plein d'humour de votre part. Et ce jour-là, nous avons entendu une personne qui était invitée justement, qui représentait l'association Maman Solo. Et je crois que c'est là que j'ai été définitivement convaincue de la démarche. Parce que tout simplement, cette jeune femme, elle nous a parlé de son cas de façon très pragmatique. Elle n'avait pas une sorte de modèle de famille monoparentale dans la tête qu'elle voulait défendre. Elle a dit simplement, voilà, je suis à un moment de ma vie, j'ai été à un moment de ma vie où le temps passe, l'horloge biologique, ça tourne, je n'avais pas de compagnon, j'avais un fort désir de maternité. Pourquoi finalement renoncer à ce désir de maternité alors qu'il était possible et qu'elle avait bien sûr réfléchi à tous les moyens donc matériel, etc., d'accueil de l'enfant, qu'elle avait une famille qui pouvait l'aider, etc. Et donc, je trouvais que finalement, la démarche de cette femme, elle était extrêmement responsable pour deux raisons. D'abord parce que c'est pas très difficile pour une femme de faire un enfant dans le dos à un homme. Ça se pratique aussi. Et il y a d'ailleurs tout un débat aujourd'hui sur les paternités forcées, etc. Donc, elle n'a pas voulu instrumentaliser un homme. Elle a pensé que justement la démarche du recours à un tiers donneur, c'est-à-dire une personne qui a voulu donner de sa capacité procréatrice pour que d'autres soient parents sans vouloir être parents, était beaucoup plus claire. Et par ailleurs, deuxième point, elle a voulu pouvoir raconter son histoire à l'enfant. Moi, je suis très sensible aussi à cette question de l'identité narrative des enfants. J'ai écouté l'émission qui a été tournée, enregistrée ici hier. Et donc, vous avez évoqué Paul Ricoeur. L'identité narrative des enfants, c'était vraiment au cœur de ma protestation depuis des années contre la façon dont on organise la PMA avec don tout en la dissimulant aux enfants. Et donc, voilà que cette femme disait, finalement, plutôt que l'enfant se dise « mais est-ce que j'ai un père quelque part dans la nature ? Est-ce qu'il s'engage vers une sorte de recherche en paternité ?» Eh bien, elle pouvait lui épargner cette inquiétude en lui racontant son histoire, c'est-à-dire qu'il était né d'un homme, certes, mais d'un homme qui avait été un donneur de sperme. C'est-à-dire, il était bien né d'un homme, mais cet homme n'était pas et n'avait pas voulu être un père. Il aurait peut-être un père plus tard, elle le souhaitait. Vous voyez, donc, c'est tout simplement ce récit m'a paru, et depuis je sais qu'il représente la démarche générale de ces femmes, m'a paru de nature à rendre explicable et qui suis-je pour juger ? Alors, il ne s'agit pas forcément de juger, mais est-ce que là, on n'est pas dans un cas où finalement ce qui prime, c'est l'individu et ce qui est secondaire, c'est le collectif, la société? Est-ce qu'on n'est pas dans un exemple qui montre bien qu'on est dans le règne de l'individu? Non, je ne crois pas du tout cela. Je n'ai jamais adhéré à cette thèse. Je pense que le lien social qui aujourd'hui est le plus investi par nos contemporains, c'est le lien de filiation. Ce lien ne correspond en rien à tout ce discours qu'on fait sur l'individualisme galopant. C'est un lien idéalement inconditionnel et indissoluble. C'est un lien qui est censé durer toute la vie, quoi qu'il arrive. On s'engage à donner des soins, de l'amour inconditionnel à un enfant. Et donc, s'engager vers ce lien, je ne vois pas ce que ça a de particulièrement individualiste et je ne vois pas comment on pourrait s'autoriser à trier les bons désirs d'enfants, des mauvais désirs d'enfants, etc., dès lors que les gens sont dans cette logique d'engagement. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il n'y a pas de problème particulier à ce qu'une femme veuille construire une famille et s'engager dans ce lien. Dominique Folscheid, est-ce que pour vous, on est dans une démarche individualiste ou non, en particulier pour les femmes seules? Et est-ce que la présence du père, de l'homme, est quelque chose qui vous préoccupe? Alors, moi, je suis très, très méfiant à l'égard de ce fameux désir d'enfant qui a rendu
l'enfant réversible. D'un côté, l'enfant est désirable, et puisqu'il est désirable sous certaines conditions, il est indésirable avec d'autres. Comme disait Marcel Gauchet, la vie d'un enfant aujourd'hui ne tient plus qu'à un fil, celui du désir. Alors ce désir, il est insondable, car évidemment, il plonge dans l'inconscient. Il peut être désir de grossesse chez certaines, et c'est très difficile de distinguer désir de grossesse d'enfant, règlement de compte avec sa mère. Enfin bon, on ne va pas faire de la psychanalyse à dessous dans cette assemblée distinguée, mais ce n'est pas très facile. Alors la dimension individualiste, moi, je la vois à l'intérieur d'un mouvement collectif. Il y a un individualisme consumériste, c'est clair. Quel est le type d'enfant qui correspond à ce qu'on appelle un projet parental? Parce qu'on est quand même au seuil de la technique. On a une demande adressée à une technique pour qu'il y ait une production. On n'est pas dans la procréation. Si on ne comprend pas ça, évidemment, on mélange tout. Et à partir du moment où il y a cette visée du projet, il est bien certain qu'on en arrive à cette notion qui m'a été envoyée un peu dans la figure hier dans une autre émission de télévision. Mais enfin, monsieur, vous n'y connaissez rien. C'est fini le trio père, mère, enfant. Maintenant, pour tout le monde, c'est les parents d'intention. Ce qui veut dire, et c'est ça qui justifie à mon avis que la MP pour tous, si la technique s'y prête, et pour demain pour tous, à cause de ses avantages, à cause de ses offres, c'est-à-dire de pouvoir façonner l'enfant du sexe que l'on veut, l'enfant avec non pas le donneur anonyme du sécos. Pourquoi voulez-vous qu'une femme reste en France si aux États-Unis ou ailleurs, ou à Cryos International avec DHL qui lui livre les paillettes, elle peut se payer un viking? Donc il y a quelque chose qui, ici, doit être pris en compte et ça va très vite. Ajoutons le screening génétique qui va très très vite et vous avez maintenant des femmes qui vont en Espagne parce qu'on leur assure un screening génétique avant. Et ce que la France, dans sa loi, ne va pas pouvoir faire. C'est pour ça que je considère que cet épisode de la loi, si vous voulez, c'est une bataille un peu picrocolline entre nous et qui va absolument pas toucher tout ce qui va nous échapper et qui va finalement, au bout d'un moment, nous submerger. Mais je n'y crois pas non plus, je vous rassure tout de suite, parce qu'il y aura une réaction. Parce qu'on est en plein mouvement écologique et que quand les gamins défilent dans la rue en disant « pas de nature, pas d'avenir », qu'est-ce que c'est que ces procédés qui nous disent « les parents d'intention, c'est sans la nature », puisque parents d'intention, à la limite, ça veut dire qu'on n'est pour rien dans son enfant. Double don, gestatrice extérieure, il ne reste que la volonté. Ce qui veut dire rupture avec la nature. Donc là, je pense qu'on touche à un fond, et c'est pour ça que je dis que c'est collectif. On est dans un mouvement de fond schizophrène, puisqu'on est soucieux de nature, et en même temps, la technique poursuit son chemin. Et effectivement, quand on voit les premiers transhumanistes tels que Max More, n'oublions pas qu'il a écrit une lettre d'adieu à la nature. En 2013, dans les débats pour le mariage dit pour tous, car il n'était pas pour tous évidemment, on a entendu « à bas la nature ». Alors, il y a des slogans qui sont parlants. Et donc, il y a quelque chose ici dans cette affaire. La technique, c'est mieux. Pour l'instant, on verra qu'effectivement, c'est une illusion. Alors, je terminerai en disant, parce que vous m'avez coupé tout à l'heure et je ne veux pas rester châtré. La sophistique sur laquelle on joue actuellement pour les affaires de parenté, filiation, paternité, maternité, montre que ça ne va pas dans nos petites têtes. Un donneur est méprisé en tant que grainetier, c'est la petite graine, et surévalué en tant que, par l'agence de biomédecine, donneur de bonheur. Mais une fois qu'il a servi pour inséminer, allez, couche-toi là, ensuite on va essayer de rattraper avec des conditions, etc. Or, du point de vue de l'enfant, j'en suis persuadé, qu'est-ce que c'est qu'un donneur? C'est quand même un géniteur. Alors on va le mépriser en disant c'est que du biologique, parce qu'on est dans l'idéologie de je suis autoconstruction de moi-même. Pour la mère maintenant, eh bien c'est très étrange de voir que dans un couple de lesbiennes, celle qui aura accouché sera certifiée la mère. Là, on dit à la couche, c'est la mère. Mais quand il s'agit d'une gestatrice extérieure, on dira, ben non, c'était un contrat, elle doit rendre l'enfant, c'est pas la mère. On est dans un nominalisme. Les mots père, mère et parents n'ont plus aucun sens.
procréation, faut-il renoncer à toutes les limites? C'est la question que nous nous posons jusqu'à 22h dans cette table ronde depuis le Collège des Bernardins, retransmise en direct non seulement sur le compte Facebook des Bernardins, mais également sur l'antenne nationale de RCF. J'aimerais que vous puissiez réagir, Nelly Friedman, à ce qui vient d'être dit, peut-être à l'expression aussi qui a été employée. Je ne crois pas que vous l'ayez employée, Dominique Fauchal, en tant que tel, mais je l'ai retenue comme ça. C'est l'expression bébé sur mesure. Non, je n'ai pas dit bébé sur mesure. Mais en tout cas, moi, je l'ai synthétisé comme ça dans mon esprit. Sur mesure, oui. Voilà, et je voudrais vous entendre là-dessus, Nelly Friedman, et peut-être aussi sur la la place, place, la place du père. Elle peut pas vous répondre. Elle peut pas nous répondre. Son sperme, il est anonyme. Oui, oui. Donc il vaut pas cher. Si on me demande mon avis sur le fait de pouvoir acheter des paillettes de sperme et choisir sur un catalogue des donneurs, bien évidemment, je condamne. Après, voilà, mais il est vrai qu'il y a des patientes qui vont à l'étranger pour ça, et des couples aussi, même des couples hommes-femmes. Mais est-ce qu'on pourra s'acheminer jusqu'à préfèrent le faire, cela? mais là, nous, on peut pas. Enfin, je veux dire, on peut pas verrouiller les choses. En France, ça se passera jamais comme ça. Pourquoi? Pour quelle raison? Si, ça se passe comme ça actuellement. Non. Cryos International Oui, déclare mais... avoir 256 naissances en France en 2016. Oui, mais là, c'est des personnes qui achètent des paillettes par voie illégale et qui font des pratiques illégales à la maison, qui sont des couples qui achètent des paillettes et qui font, comme dit Mme Théry tout à l'heure, leur insémination tout seul. Je veux dire, la médecine n'est pas impliquée dans ces pratiques illégales. Après, nous, si vous voulez, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? S'il y a des concitoyens qui se comportent de la sorte, oui, on ne peut pas être rendu responsable. Puisque ça se fait, peut-être qu'à terme, la loi pourra consacrer ce Écoutez, qui se fait. alors, si vraiment, j'ai un sentiment qui est quand même très, très fort, c'est qu'en France, le don est gratuit. Je veux dire, ça remettrait en question le don du sang, le don d'organes. Je veux dire, il n'y a pas que le don de gamètes dans le mot don. Le don en France est gratuit. Oui, mais ça pourra peut-être être remis en cause dans le projet de loi, non? Non, sincèrement, c'est une valeur. C'est une valeur. Enfin, je veux dire, c'est une valeur qui date de vraiment très longtemps. Il n'y a pas de marchandisation du corps. Oui, mais en raison de l'extension de la PMA, il y a déjà une forme de pénurie. Vous faites référence au problème de la pénurie. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, il y a un lien quand même avec la question de la gratuité. Là, ça, c'est une autre question. Effectivement, on a tous manifesté des petites inquiétudes face à la pénurie. Parce qu'il y a deux choses qui se produisent en même temps. Donc là, du coup, c'est un peu à la Macron. Il y a l'ouverture, mais c'est vrai, c'est le en même temps qu'on a entendu plusieurs fois. Il y a l'ouverture pour les femmes, pour toutes les femmes. Et en même temps, il y a la levée de l'anonymat. Enfin, le fait que les enfants aient accès à leurs origines à leurs 18 ans, donc c'est une levée d'anonymat, mais plus tard, quand ils seront majeurs. Donc les deux choses qui sont introduites en même temps risquent effectivement d'entraîner une pénurie. Donc après, on nous répond, et moi je suis quelqu'un d'optimiste et je fais confiance quand même un minimum. On nous dit qu'il va y avoir des campagnes, qu'on va tout faire pour solliciter des donneurs, parce qu'à l'heure qu'il est en France, c'est 363 donneurs. En France, 363 donneurs l'année dernière. Donc je veux dire, il suffirait juste d'en avoir 400 de plus. Ça semble quand même pas énorme. Enfin, c'est pas beaucoup. C'est pas qu'on a 10 000 donneurs et qu'il faudrait passer à 50 000 donneurs. Enfin, c'est pas beaucoup. Mais le fait de les rétribuer... Donc, peut-être qu'on va y arriver quand même. Mais le fait de les rétribuer peut être incitatif. On n'a pas besoin. En France, c'est notre spécificité. On ne paye pas les donneurs. On n'a jamais payé. Pourquoi est-ce qu'on changerait Sophie Marinopoulos. Voilà, nous sommes une culture, nous ne sommes pas maîtres et possesseurs de nous-mêmes. Nous ne possédons pas nos gamètes. Alors, en effet, on est une culture très attachée aux dons. Et en effet, il n'y a pas de raison qu'on change. Et je ne voudrais pas qu'on associe aux pratiques illégales pour lesquelles la France n'est pas responsable, puisque vous évoquiez Cryos, qui est quand même, en effet, c'est pas la loi française du tout. C'est des gens qui transgressent. Vous croyez sérieusement que tout ce qui se fait tout autour de chez nous, en Espagne, en Belgique, au Danemark, etc., et à part l'Allemagne, va faire en sorte que la France va devenir un village gaulois de l'AMP? Alors j'entends bien, c'est possible. Vous aurez un système à deux vitesses. Vous aurez le système franco-français, remboursé par la Sécu. On se demande d'ailleurs pourquoi
alors qu'il y a tant de besoins de soins avec des vrais besoins, et pas des désirs, pas des demandes. Et vous aurez, par ailleurs, les gens, et c'est pour ça que je pense que nous ne sommes qu'à une étape, une toute petite étape d'un processus qui va généraliser, en particulier sous la pression et la vulgarisation du testing génétique à bas coût et pour pas cher. Vous pouvez déjà, peu importe la loi, vous ne pouvez pas empêcher les gens de chercher leurs origines sur Internet. Vous ne pouvez pas. Vous pouvez pas. J'aimerais vous entendre là-dessus, Irène Théry, sur la fin de la gratuité ou sur la possible fin de la gratuité. Non, je pense je vous ai écouté sur France Inter. Je vous ai écouté sur France Inter. Il me semble que vous avez dit que vous êtes contre la fin de la gratuité pour ce qui concerne le don de sperme, mais pas forcément pour le don d'ovocytes. C'est-à-dire, c'est plus compliqué. Il faut savoir que quand on fait un don d'ovocytes, Nelly Friedman pourrait en parler mieux que moi, ça engage la personne de la femme d'une façon qui est incommensurablement plus complexe qu'un don de sperme. Et on a raisonné jusqu'à présent uniquement justement le don en général à partir du don de sperme. Et là où il y a vraiment une pénurie, ça n'est pas dans le don de sperme. Et effectivement, vous avez eu raison de rappeler les chiffres. Je crois que ça ne sera pas très difficile de convaincre quelques centaines de donneurs supplémentaires. Par contre, sur le don d'ovocytes, on a une vraie question. Et la situation actuelle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne parce que justement, les donneuses spontanées ne se présentent pas en foule, sachant tout ce que ça représente. Donc, j'ai dit deux choses. Premièrement, le fait de faire non pas un paiement, je ne veux pas qu'il y ait des étudiantes françaises qui payent leurs études en allant vendre leurs ovocytes, si vous voulez savoir, mais qu'il y ait une compensation de ce que ça représente pour la personne, qu'elle ne soit pas dans un sacrifice en plus. Ça ne me semblerait pas choquant quand des gens se présentent pour faire comment on appelle ça, des expérimentations médicales. Il y a des compensations financières, bon. Mais ça n'est pas ce qui me paraît le plus important. Ce qui me paraît le plus important serait de comprendre la logique même du don. Il y a, concernant le don d'organes, il y a plusieurs types de dons. Il y a des dons qu'on peut dire altruistes, que quiconque fait à quiconque sans le savoir, par exemple le don de sang. Et puis il y a des dons qui sont relationnels, qu'on ne fait que de certaines personnes à certaines personnes. Par exemple, le don d'organes entre vivants n'est organisé que de façon relationnelle et non pas anonyme. On donne un rein pour une personne qu'on connaît, un proche. Et même, il y a d'ailleurs toute une hiérarchie. D'abord un parent, un enfant, puis etc. Et donc, je me pose la question de savoir si le don d'ovocytes, justement parce que pour ce qu'il implique pour la femme, peut-être vous pourriez nous le préciser, Nelly, si vous vouliez bien, ce que ça implique pour elle, mais c'est beaucoup, ce don d'ovocytes. Beaucoup de femmes disent qu'elles seraient prêtes à le faire pour une amie, pour une cousine, pour une sœur, mais pas forcément comme ça. C'est très difficile de le faire. Et pourquoi ne pas ajouter au don altruiste qu'on organise déjà, un don qu'on pourrait appeler dirigé. Vous avez évoqué nos collègues belges. J'ai une étudiante qui a travaillé 2 années dans un hôpital en Belgique où tous les dons d'ovocytes, l'hôpital Saint-Pierre, tous les dons d'ovocytes sont des dons dirigés. Et je trouve que ça pourrait être une façon d'accroître, on va dire, la possibilité de ces dons. Un don dirigé qui aujourd'hui est interdit en France, je précise, et qui ne figure pas dans le projet de loi. Oui, qui ne figure pas, mais on peut, vous savez, le projet de loi, et puis on peut espérer... Mais tout le monde ne le connaît pas par cœur, comme vous, donc je précise. Oui, ça n'est pas dans le projet, tout à fait, mais ça a été proposé dans les amendements, ça reviendra en débat, mais la raison principale est celle-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'hypocrisie, elle est totale. C'est-à-dire qu'on organise le don d'ovocytes, les sécos n'arrivent pas à répondre. Effectivement, selon les critères français, donc les femmes vont en Espagne où elles payent des dons d'ovocytes faits par des étudiantes espagnoles qui elles-mêmes sont anonymes et rétribuées. Donc le système, on aimerait mieux améliorer le don d'ovocytes en France. Alors, et je pense que le don dirigé est une meilleure réponse que l'argent. Avant de passer à la dernière partie, rapidement, est-ce que Nelly Friedman, vous voulez ajouter un mot sur le don ovocytaire, sur la façon dont... Enfin, comment ça se passe je suis tout à fait d'accord que c'est pas pareil de faire pour un donneur de sperme, c'est pas exactement la même chose que pour une donneuse d'ovocytes qui va avoir un traitement avec des piqûres pour faire grossir les follicules ovariens, puis elle va aussi avoir une ponction qui va se faire sous anesthésie. Enfin, je veux dire, c'est quand même plus compliqué. C'est beaucoup plus difficile. Sur le don dirigé,
il y a beaucoup de centres qui le pratiquent, mais en maintenant l'anonymat, enfin, je précise. C'est-à-dire qu'on demande aux couples qui sont demandeurs d'un don d'ovocytes de trouver parmi leurs connaissances, leurs amis, une femme qui voudrait donner. On va la prendre. Bien sûr qu'on ne va pas donner les ovocytes de cette femme-là au couple qui nous l'amène. Et ça entretient une espèce de pool. Donc, c'est déjà fait. Et c'est quand même déjà fait. Mais si on ne pratiquait pas ce type de demande, si on n'encourageait pas les couples receveurs à trouver des donneuses pour les amener dans le pool, ça ne marcherait pas du tout, parce que les dons spontanés, ils sont quasi inexistants. Oui, je voulais juste poser une question à Nelly Friedman sur avec les traitements, quand les femmes font des traitements, est-ce qu'on les encourage à éventuellement, ou encourage en tous les cas, est-ce qu'on les informe sur le fait qu'elles pourraient être donneuses des ovocytes surnuméraires, parce que peut-être que, enfin, je sais que ça ne se faisait pas du tout, mais même il y avait une grosse opposition dans les maternités. Est-ce que c'est toujours le cas? Parce que du coup, on éviterait ce que vous évoquiez, hein, d'appeler une donneuse qui aurait un traitement lourd, alors que là, on aurait des couples, des femmes qui seraient déjà en traitement pour elles-mêmes, et donc du coup tous ces ovocytes surnuméraires, je ne sais pas, la question est peut-être réponse brève, ouais, si c'est possible. Mais du coup, on rentre dans la technique. Oui, parce que il n'y a pas d'ovocytes surnuméraires. Tous les ovocytes, les femmes, elles veulent les garder pour elles, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'est pas sûr de ce que ça va donner. Donc si on leur en enlève même un et que c'est celui qui marche, alors que les 10 autres, ils n'ont pas marché, c'est pas possible. Oui, mais il y a un moment, elles n'en ont plus besoin. Quand elles ont eu des enfants. Les ovocytes. Les ovocytes. Congelés, alors. Oui. Oui. On en parlera peut-être après. Ce qu'on peut dire peut-être pour clore momentanément, c'est qu'un des éléments importants de la loi, c'est d'autoriser enfin l'autoconservation des ovocytes, qui est une politique de prévention qui va faire que dans quelques années, au lieu de courir l'Europe à la recherche de dons d'ovocytes payés, les femmes pourront, alors encore une fois, avec toutes les précautions d'usage, que ça n'est pas une certitude, les médecins le répètent, de pouvoir procréer, bien sûr, mais que c'est une politique de prévention qui est très sage et qu'on a raison d'enfin permettre en France. Alors, on va peut-être revenir sur cette notion de... Alors, on va essayer de s'écouter. On va peut-être revenir dans le dernier point, justement, dans la dernière partie de cette émission, sur cette question très précise de la conservation ovocytaire, avec tous les problèmes que ça peut poser aussi en termes peut-être de marchandisation. On passe à la dernière partie, Loubet Mont-de-Senneville. On va élargir le débat. Il nous reste 15 minutes avant de passer aux questions. Alors tout ça est absolument épouvantable, parce qu'évidemment, on n'a pas du tout assez de temps pour aborder toutes ces questions vertigineuses. Et on le voit bien, mais on va le faire quand même parce qu'on nous le demande. Pour la dernière partie de ce débat et de cette émission, on va donc élargir un peu le spectre et examiner avec vous la question des limites, la PMA, aussi l'autoconservation ovocytaire qu'on vient d'évoquer ensemble, mais aussi la modification transgénique des embryons peuvent être perçues comme une manière pour les femmes de s'affranchir de leurs limites, celles posées notamment par l'horloge biologique, celle qui consiste aussi en l'obligation de pouvoir être deux pour avoir un enfant. C'est ce qui fait dire à certains que les mesures dont nous parlons depuis plus d'une heure pourraient être une sorte de porte ouverte vers le transhumanisme. Alors, est-ce qu'il s'agit vraiment de ça, au fond ? Est-ce que l'enjeu de la médecine, c'est quand même pas de repousser les limites humaines, comme on l'a fait par exemple avec les vaccins, qui, entre d'autres techniques, a permis de repousser considérablement l'espérance de vie. Alors, Dominique Fauchal, est-ce qu'on va vers le transhumanisme ? Alors, on va vers le transhumanisme, mais le transhumanisme ratera son coup parce que c'est l'arnaque du siècle. Mais en attendant, il fait des dégâts. Il fait des dégâts parce que l'ancien humanisme fait obstacle aux projets et aux pratiques transhumanistes, et par conséquent, il faut faire sauter l'ancien humanisme. Autrement dit, remplacer notre éthique par une transéthique, en attendant d'avoir une post-éthique qui correspondra à l'ère des post-humains. Donc c'est pour ça que je suis là en train de vous dire deux choses. Un, c'est pas sérieux, que nous serons immortels, que nous aurons un corps prothétique, que nous pourrons être téléchargés dans un disque dur. Je n'y crois pas un seul instant. Mais d'un autre côté, il avance ses pions. Et là, c'est un physicien hongrois, Denis Gabor, qui nous a donné la réponse. C'est lui qui a inventé l'hologramme. Il a été prix Nobel. Tout ce qui est techniquement possible sera nécessairement réalisé un jour. Or, qu'est-ce qui se profile devant nous ? Devant nous, les gamètes, ça va être de l'histoire ancienne bientôt.
on va les tirer de cellules adultes modifiées, reprogrammées à partir des fameuses cellules iPS. L'utérus des femmes, qui nous pose tant de problèmes pour la GPA, eh bien, le Children's Hospital de Philadelphie nous promet, on sera à l'expérimentation dans 2 ans. La femme ne sera plus l'avenir de l'homme, la femme sera l'avenir de la femme. Et on pourra avoir le complexe de l'Amazone, puisque, à la limite, en choisissant le sexe, on pourrait n'avoir que des filles pour peupler la cité des femmes. Je plaisante parce que il vaut mieux traiter avec légèreté de certaines choses un peu trop graves pour être digérées sur le coup. Alors ça, c'est en tendance. Et quantité de laboratoires payés par les GAFA, car il ne faut pas se leurrer, il y a une fortune qui va dans ce sens, vont nous produire des choses dont certaines seront effectivement médicalement utiles. C'est-à-dire, si tout remède est un poison, il y a des poisons qui sont aussi des remèdes. Ça peut arriver. Alors une question. Donc voilà, le débordement. Vous voulez me transformer en ce qu'il ne faudrait pas. Bon. Et ça correspond à une certaine idéologie que les présents ici certainement ne partagent pas, sauf peut-être une et encore. Bon. C'est l'idée, pour pouvoir être libre, il ne faut pas engendrer. Pour créer, il ne faut pas engendrer. Tous les mythes, Frankenstein, le mythe de Goethe, l'homunculus, il faut être libre. Pour pouvoir jouer à Dieu, il faut être un artifex. Mais il y a un deuxième sens à cette formule. Il ne faut pas être engendré pour pouvoir se créer soi-même. Et là, on découvre toute la filière féministe depuis Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre. À savoir, je suis projet de moi-même, et moins j'ai été déterminé, moins j'ai eu de parents, moins j'ai eu de père. Sartre dit, j'ai pas eu de mère, c'était une vierge, et j'ai pas eu de père, donc j'ai pas de surmoi. Et là, je suis libre de m'auto-construire. Et là, je crois qu'on tient un des grands fils, un grand filigrane même, qui anime toute cette opération. Lou Bémont-Senneville, on va maintenant poser une question à un autre intervenant, peut-être à Sophie Marinopoulos. Oui, Dominique Folchak, vous avez évoqué l'autoconstruction, mais il y a aussi la question du rapport au corps et du rapport à la volonté. L'une des questions que pose cette loi, c'est la place de la volonté, et en particulier pour fonder la filiation. Alors, est-ce que tous nos liens doivent être choisis, ou est-ce que quand même, pour vous, le corps compte? Est-ce que le biologique garde une place, doit garder une place? Mais le biologique, il a une importance qu'on va pas nier. De toute façon, on le voit bien dans les maternités. À la naissance d'un enfant, la première chose que les parents font et que nous faisons tous, c'est d'aller y voir de plus près, chercher s'il y a une ressemblance. Donc on voit bien que le premier regard et le premier regard de reconnaissance est dans la recherche de quelque chose qui pourrait être du même. Ça, c'est le premier mouvement. Donc il existe et il existera tout le temps. Nous sommes très attachés à la filiation biologique, et en même temps, on sait bien que ce n'est que le début de quelque chose à construire. Une fois qu'on a remarqué qu'il avait le même nez ou pas, la même bouche ou pas, et qu'on a retrouvé des éléments de soi, eh bien, l'aventure va commencer. Et cette aventure-là, on ne la connaît pas. Elle est toujours imprévisible. On ne sait pas comment l'histoire se construit. Oui, aujourd'hui, on peut mettre en route notre souhait, mais le souhait, c'est pas le désir. Le souhait, c'est conscientiser. Et il est vrai, alors je trouve parfois que c'est très noir ce que vous nous proposez, mais il est vrai que aujourd'hui, pour les enfants, la vie n'est pas très facile et pas très simple, puisqu'on les attend finalement et on les imagine tellement longtemps avant de les fabriquer. Ça, c'est quand même assez nouveau, puisqu'on a des enfants tardivement. On les imagine, on n'est pas complètement idiot. L'enfant imaginaire, il est plutôt sympa, il est plutôt beau, il est plutôt agréable, et puis il est exactement comme on veut de toute façon. Et puis après, l'enfant se charge d'arriver. Il arrive avec ce qu'il est, avec son bagage, avec la manière dont, en effet, il a été mis en route. Et c'est ce moment-là où on voit que l'histoire est compliquée. Donc, à la fois, on souhaite des enfants, et en même temps, une fois qu'il est là, il n'est pas, évidemment, il ne correspond pas à ce qu'on attend, puisque vous savez bien que, quelle que soit la manière dont les choses se font, il va falloir adopter cet enfant-là, y compris l'enfant qu'on a fabriqué nous-mêmes. Il faut l'adopter, c'est-à-dire le reconnaître comme étant le sien, pour en faire un fils ou une fille. Et là, l'histoire, oui, elle va être bousculée. Qu'est-ce qui nous empêche de passer de l'enfant, comme vous dites, imaginé, à ce qu'on a appelé l'eugénisme ou la dérive eugéniste? Est-ce que j'aimerais savoir s'il n'y a pas
un mouvement de l'un vers l'autre, de l'enfant imaginé vers éventuellement l'eugénisme. Mais l'eugénisme, il est psychique aussi. On peut être dans un eugénisme psychique, on peut être dans la suppression, dans l'annulation de l'autre. Pas uniquement dans l'eugénisme médical, enfin, dans les techniques, les techniques telles que nous les évoquons. Loubet Mansenville, une question ? Oui, une autre question autour de l'insémination post-mortem. Irène Théry, l'insémination post-mortem n'a pas été retenue dans les débats de la commission spéciale, ou en tout cas, à ce stade, il ne figure pas dans le projet de loi. Est-ce que pour vous, ça constitue une limite ? Est-ce qu'il faut la franchir ou pas ? Je n'ai pas d'idée particulière sur l'insémination post-mortem parce que je voudrais utiliser le peu de temps qui reste à dire ce qui est pour moi l'essentiel, c'est-à-dire comment on se guide aujourd'hui sur ces questions de PMA avec tiers donneur, quelles sont les règles qu'on peut se donner. Vous avez évoqué dans vos débats d'hier, que j'ai regardé, la fraternité. Et vous avez dit, pour l'Église, ça sera important que cette valeur fraternité. Je n'ai vu aucune fraternité dans la façon dont vous avez parlé de vos concitoyens ce soir, dont vous avez évoqué les couples qui recherchent la technique, etc. Il n'y avait pas un gramme de fraternité. Je pense que la fraternité, ça consiste d'abord à aller rencontrer les personnes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des gens si différents de vous, qui ont une morale comme vous, qui sont attachés à des valeurs comme vous. Et quand on va justement dans les services, quand on les rencontre, ce sont des gens qui ont un grand souci éthique, qui sont, de même les médecins ont un grand souci éthique. Et donc, je pense que le premier pas vers la fraternité, ça consiste d'abord de rencontrer les médecins qui s'occupent de ces sujets, de rencontrer les familles qui recourent à ces médecins et de les écouter. Et je trouve que, par exemple, la télévision fait son travail quand elle nous montre ces familles, etc. On découvre à ce moment-là des gens pleins de soucis éthiques. Et parmi les soucis éthiques, le premier, pour moi le plus important, c'est la responsabilité. Respondeo, je réponds d'eux. Et répondre de ces actes, pour moi, un modèle de responsabilité, c'est ça le guide. Ce qu'on a fait pour faire naître un enfant, est-ce qu'on peut en être responsable devant l'enfant ? Est-ce qu'on peut en parler devant l'enfant ? Est-ce que l'enfant aura été respecté ? Donc le point central pour moi, c'est qu'aujourd'hui, je ne parle pas d'effets hypothétiques. Aujourd'hui, le grand changement, c'est que des personnes qui ont été conçues par un don prennent la parole, qu'elles écrivent, qu'elles témoignent. Lisez ce livre qui s'appelle « Je suis l'une d'entre elles, la première génération des personnes conçues par don », témoignent. Et elles disent « Tout va très bien, merci, nous aimons nos parents, nous sommes très heureux qu'ils l'aient fait, nous avons été malheureux et nous avons souffert du système de dissimulation du don qui a été organisé. Nous voulons maintenant l'accès à notre identité narrative. Oui. Écoutons cela, prenons ce guide et nous éviterons de franchir des limites que nous ne devrions pas franchir. » Alors, Irène Théry, puisque vous avez interpellé directement Dominique Fauchal, on va lui laisser... Oui, parce que j'ai été choquée de l'absence totale de fraternité. Et on va lui laisser se défendre, peut-être. Vous avez attaqué tout le monde. Dominique Fauchal, est-ce que vous voulez... Qui avait la morale. Alors, si c'est moi qui ai la morale, c'est vous qui venez de me la faire. Ben oui, exactement. Bon, alors, on va pas peut-être on va vous laisser répondre. Non, pas d'applaudissements, s'il vous plaît. On va vous laisser répondre sur le fond. Alors là, écoutez... Sur la vous êtes choqué parce que vous ne comprenez pas ce que je dis, c'est tout. Oui, moi, je parle de la structure, du dispositif. Je ne parle pas des personnes. Je dis les personnes sont embarquées de gré ou de force, et la plupart du temps de bonne foi, avec beaucoup de naïveté, etc., dans un processus technique qui les dépasse et dont une partie le fait sciemment, une autre partie le fait de manière innocente, le fait avec beaucoup de bonne volonté. Il y a des donneurs qui le font avec beaucoup de bonne volonté, je le reconnais, avec beaucoup de générosité aussi. Et je ne vois pas en quoi j'aurais dit un seul mot contre. Simplement, en tant que philosophe et en tant que je fais de l'éthique professionnellement, je peux vous dire qu'il y a une question à laquelle on ne répond pas parce qu'on ne s'est pas posé, c'est de savoir qu'en est-il de la donnabilité des dons. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut donner n'importe quoi pour n'importe quel but ? Vous avez évoqué le don de sang, le don d'organes, mais je suis désolé, les dons de gamètes, ça ne peut pas être la même chose. Les dons de sang et d'organes profitent à un patient existant, tandis que les gamètes sont produites pour faire un être nouveau. Et donc, il y a un problème de fournisseur de gamètes qui est
que ma foi, c'est un fournisseur. Et que son corps, on n'a pas beaucoup parlé du corps, mais c'est vrai qu'il y a un écart par rapport au corps. Alors je ne vois pas en quoi ce que je dirais serait moralement condamnable. Je ne vise aucune personne, je n'ai condamné personne, et vous m'accusez peut-être de manquer de sororité, mais je suis désolé, ce n'est pas mon problème. Alors là, je ne vois pas... Alors, on va peut-être passer maintenant à Nelly Friedman, parce que je crois que vous vouliez réagir à la question de l'insémination post-mortem. En fait, je voulais juste quand même soulever... Vous pouvez aussi parler de fraternité si vous voulez. Oui, je voulais juste soulever une incohérence dans la loi telle qu'elle est prévue, puisqu'on ouvre la prise en charge pour des femmes non mariées seules, et qu'on va se retrouver avec des femmes qui vont perdre leur mari, qui vont avoir peut-être des embryons qui seront encore congelés, ou du sperme congelé de leur mari, et qui finalement n'auront plus d'autres moyens, en tout cas pour procréer, que d'utiliser un sperme de donneur, alors qu'on a le sperme du mari ou des embryons congelés, donc des embryons déjà conçus. Ce que vous dites, c'est qu'il y a une incohérence entre l'ouverture pour les femmes seules il y a une et pour incohérence totale en continuant d'interdire le post-mortem par rapport à l'ouverture aux femmes seules. De ces femmes seules veuves qui ont des embryons congelés sont normalement autorisées à donner les embryons pour un couple infertile. Et donc, cet embryon qui peut être accueilli par un couple infertile, avec la levée de l'anonymat, normalement, il pourrait revenir pour rencontrer cette femme qui aurait donné, alors qu'elle aurait voulu l'embryon pour elle. Enfin, c'est totalement incohérent. Le vrai problème technique de la loi actuellement, c'est juste un problème de succession, parce que le ministère de la Justice ne sait pas gérer un enfant qui arriverait peut-être 1 an ou 2, enfin jusqu'à 1 an, je crois que ça va. C'est au-delà de 1 an après le décès du patient, c'est tout. C'est ça le problème. Mais pour avoir vu quelques patientes dans cette situation, je peux vous assurer que c'est absolument atroce. Il est 21h30, on va déborder un tout petit peu. Oui, à fond, bien sûr. Alors, il est 21h30, on va déborder un tout petit peu, parce que je vais vous poser une question conclusive pour un peu synthétiser tout ce qui a été dit, si possible. Et ensuite, on passera aux questions avec la salle. Sophie fait des grands yeux. Vous ne le voyez pas à la radio, mais je vous le dis. Non, mais après, vous répondez comme vous voulez. Quelle humanité voulons-nous pour demain, d'une certaine façon? C'est ce que pose la loi, c'est la question que pose cette loi. Comment vous recevez cette question, et est-ce que vous avez le sentiment que cette loi peut y répondre? Sophie Marinopoulos, donc chacun de façon très synthétique, s'il vous plaît. C'est terrible. Alors, plan synthétique, ça me coince complètement en plus. Alors, si je vous dis 1 minute, ça va mieux? Pas tellement. Allez-y. Non, le monde pour demain, c'est de pouvoir rester dans... de pouvoir laisser une place à des enfants sujets de leur histoire, et de pas les... Comment les vous voyez, j'arrive même pas à le prononcer. C'est-à-dire, j'ai envie de répondre, mais non, on peut pas repousser toutes les limites. C'est pas, bien sûr que c'est pas possible. Alors, bien sûr qu'on s'est engagé dans quelque chose de difficile, puisqu'on a commencé en supprimant les lois de la filiation, la différence des sexes, la différence des générations, la différence des morts et des vivants. Donc, bien sûr, aujourd'hui, on est aux prises avec ça, et on se dit, mais comment on va s'en sortir? Comment on va continuer à pouvoir se raconter? Donc, finalement, quel monde demain? Mais un monde où les enfants peuvent se dire, un monde où les enfants peuvent continuer à se reconnaître. Alors, l'identité narrative, c'est pas le réel. Hein. Bon, enfin, c'est pas le sujet. Ouais, voilà, on va repartir. Merci beaucoup. Oui, c'est pas clair. Dominique, c'était très clair. Dominique Fauchal. J'enchaîne. Comment va-t-on pouvoir s'en sortir? Mais il y avait qu'à pas y entrer. Qu'est-ce que l'État s'est fourré dans cette galère? Pourquoi se mettre dans des situations qui sont effectivement inextricables, ce qui fait que le législateur va être obligé d'utiliser un chausse-pied pour faire rentrer des tas de choses dans les cadres vacillants du droit français, tout en les poussant par-ci par-là. De toute façon, à mon avis, cette loi n'est qu'une étape. Je vous donne rendez-vous à la prochaine loi bioéthique, où ça sera enfin l'AMP pour tous. Irène Théry. Je pense que cette loi va être un progrès, dont une valeur qui pour moi est centrale, qui est la capacité d'une société à être fraternelle et inclusive. Je pense que c'est un progrès d'avoir permis
que les homosexuels puissent avoir des enfants, qu'ils en aient par l'adoption, qu'ils en aient par la procréation médicalement assistée. Il n'y a aucun déni ni du corps, ni de la différence des sexes, ni de quoi que ce soit. C'est le mot parent qui a changé, puisque un parent n'est pas toujours forcément un géniteur. Et ils se sont dit, pourquoi pas nous? De plus en plus de nos concitoyens accueillent ces familles. Les sondages le disent, l'immense majorité de nos concitoyens les accueillent bien. Ce qu'ils disent, c'est que ça se passe très bien dans les maternités, ça se passe très bien dans les crèches. Notre société est ouverte et généreuse. Essayez de l'être avec elle. Nelly Friedman. Je dirais que je pense que cette loi, elle est effectivement appréciable du fait de l'ouverture vers d'autres horizons, et que les limites, il y en aura toujours. Il y en a beaucoup encore, on n'a pas parlé, mais il y en a beaucoup. On se préoccupe toujours de l'intérêt de l'enfant. Je pense que ça doit... J'espère que tout le monde a bien compris ça. Et il n'y a pas de droit à l'enfant.